à tous. J'enseigne le slovaque ici à l'INALCO depuis une quinzaine d'années maintenant. Que dire d'autre? Le slovaque, en fait, n'est enseigné que depuis à peu près une vingtaine d'années à l'INALCO. Voilà, je me réjouis du fait qu'on l'enseigne aujourd'hui. Sinon, j'avais juste un petit clin d'œil à Sybelle tout à l'heure, parce que quand tu as parlé de buffet et du rouge à lèvres, en fait, en slovaque, c'est exactement la même chose. Puisqu'on dit rouge, c'est uniquement le rouge à lèvres. Lorsqu'on dit bouffette, alors ça va être en kiosque dans la rue, tout simple, etc. Donc, beaucoup de proximité avec le turc que je découvre. Les enfants. Voilà. Donc aujourd'hui, l'INALCO reste le seul établissement en fait, d'enseignement supérieur en France qui propose l'enseignement de la langue slovaque. En Slovaque, nous proposons un parcours de licence, master et puis aussi les diplômes d'établissement. Nous fonctionnons à petit effectif. C'est rare qu'on dépasse 10-12 inscrits, tous niveaux confondus. Mais nous avons régulièrement des demandes de suivre nos enseignements à distance, à moitié à distance, etc. Parce que notre public est souvent très varié. Donc nous avons des jeunes bacheliers, mais nous avons aussi des retraités. D'ailleurs, Elisabeth qui est dans le public est aussi venue un tout petit peu en slovaque. Nous avons des gens qui sont encore actifs professionnellement, donc qui ne peuvent pas toujours se libérer pour tous les cours, etc. Alors, depuis que j'enseigne ici, en fait, je me pose la question quoi faire pour pouvoir offrir finalement l'enseignement aussi aux gens qui ne viennent pas chercher un diplôme national, mais qui sont là surtout pour apprendre le slovaque pour diverses raisons et qui vraiment veulent apprendre mais qui ne peuvent pas toujours être là. Donc il se trouve que nous avons collaboré lors d'un précédent projet européen avec des collègues de l'université de Hasselt en Belgique. Et eux, déjà à l'époque, ils avaient en fait mis en place une plateforme qu'ils utilisent pour un enseignement pas complètement à distance, mais disons en semi-autonomie. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc certains connaissent. Alors, c'est le Centre de linguistique appliquée sous la direction de Martine Berriance et anciennement Willy Fester qui porte ce projet. Aujourd'hui, donc, ils sont tous mis en HTML. Et pourquoi je me suis tournée en fait vers leur plateforme? Parce que tout simplement, à l'époque où j'ai commencé à travailler avec eux, bon, le Moodle était inexistant. Et puis, ça ne demande pas en fait de financement extérieur ou d'autres et il y a des avantages comme par exemple les droits d'auteur qui sont protégés, etc. Et vous allez voir, je vais vous montrer aussi la partie vraiment plateforme auteur, que c'est quelque chose qui est relativement simple à utiliser. Alors, après avoir adapté en fait un cours de langue pratique, donc slovaque pour les francophones, j'ai commencé à travailler sur vraiment mes cours, c'est-à-dire les cours de grammaire théorique. Et actuellement, en licence première année, nous avons déjà publié un module, donc les étudiants qui ne peuvent pas suivre tous les cours ont accès à ce module-là, qui est en ligne bien sûr, et peuvent donc facilement soit compléter leurs connaissances, soit faire des exercices qu'on ne fait pas forcément toujours en présentiel, soit donc récupérer des cours auxquels ils n'ont pas assisté. Alors, très vite, s'est posé aussi la question, en fait, comment concevoir ces exercices, puisque
je me suis rendu compte qu'en fait, des exercices très très simples qu'on peut faire en présentiel, du coup, ce n'est pas si simple que ça. Sur une plateforme où l'apprenant, en fait, il est juste en face de son écran d'ordinateur. Donc, vous allez voir en fait, quelques solutions que j'ai adoptées voilà, pour mes petits problèmes d'examen. Alors, en ce qui concerne le module auteur, en fait, c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, c'est une plateforme qui est assez simple pour l'utilisateur. Donc on n'a pas besoin d'être informaticien, on peut s'approprier assez rapidement. Et c'est aussi peut-être parce que les concepteurs, c'était des gens qui enseignaient en fait le français langue étrangère, le français des affaires. Et puis aussi, il y a un autre argument, c'est-à-dire que moi je le conçois plutôt comme un manuel électronique, si vous voulez, puisque aujourd'hui c'est vrai qu'en slovaque, on n'a pas, pour les francophones en tout cas, il n'existe pas de grammaire, parce que la seule qui existait autrefois, bah, finalement on ne la trouve plus, elle date des années 60, etc. Ensuite, on peut vraiment, c'est très souple d'utilisation, c'est-à-dire si je décide aujourd'hui que pour demain j'ai besoin d'un nouveau contenu, je l'ajoute et mes étudiants, ils y ont accès pratiquement immédiatement. Il y a une grande possibilité de type d'exercice, bon, certes, il y a d'autres dispositifs aujourd'hui qui existent, mais comme je dis, quand j'ai commencé à travailler sur cette plateforme-là, ça n'existait pas vraiment. Et puis aussi, il y a cette possibilité pour l'utilisateur d'utiliser en fait le module sur son smartphone ou sur la tablette et pas pour tout, bien sûr, pour écrire, ça va être un peu plus difficile, mais en tout cas, pour écouter des textes, etc., c'est tout à fait possible. Alors, puisque c'est un cours en ligne, je me suis dit qu'il faudra vraiment enregistrer en fait tous les textes en slovaque afin que l'apprenant puisse les entendre. Donc ça tombe bien parce que comme ma langue maternelle est slovaque, finalement je peux le faire très très facilement chez moi sans avoir recours à une technique très sophistiquée. Aussi, je me suis dit qu'il faudra vraiment proposer la traduction, même si elle est cachée et qu'elle n'est pas immédiate, mais déjà en présentiel, les étudiants, même si ce sont que des exemples en grammaire, ils veulent toujours savoir ce que ça veut dire, ce qui est un peu normal, je ferai le même. Puis évidemment, si c'est un peu, on donne toujours un feedback, même pour des réponses qui sont erronées, etc. Et puis il y a un lien à chaque fois pour des fiches théoriques avec des explications plus larges. Alors à quoi ça ressemble ce fameux module? Bon, vous voyez, quand je me connecte, en fait, j'arrive sur cette page-là, et là j'ai accès à tous les modules sur lesquels je travaille, ou sur lesquels en fait, j'ai travaillé. J'en avais besoin du néerlandais puisque j'avais adapté pour le module du slovaque pour débutants. Et puis là, vous voyez, il y a mon module donc grammaire. Donc si je clique dessus, je suis tout de suite dans mon contenu à moi. Et là, en fait, je peux travailler sur les exercices, par exemple, ou sur la théorie. Si je veux rajouter des exercices, j'ai un menu qui s'ouvre, donc je choisis mon type d'exercice. Et après avoir juste rempli les 4 lignes vraiment nécessaires pour que l'exercice soit bien référencé à l'endroit où il faut qu'il soit, je commence à travailler. Là, on est sur une page de théorie, donc ça marche pareil. Vous voyez, c'est très simple, en fait, c'est un éditeur de texte comme on a l'habitude d'utiliser, sur le board, etc. Après, je peux mettre beaucoup de... non, pas d'eau, donc, vous pouvez l'utiliser comme... Merci beaucoup.
comme le board, etc. On peut rajouter évidemment des images, des vidéos, du son, tout ce qu'on veut. Là, par exemple, je me suis dit que pour aborder la composition, qui est un phénomène assez périphérique, mais qui n'existe néanmoins, j'allais faire une petite animation de ce style-là. Donc je l'ai fait tout simplement avec le PowerPoint, je l'ai inséré et ils ont une petite idée. Maintenant, parce que je pense que le temps passe. Donc voilà ce qu'il voit l'utilisateur. Hein. Donc, là, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'était mon environnement en moi en tant qu'auteur. Là, les apprenants, quand ils ouvrent mon module de grammaire, bon, ils ont voilà, l'accès aux deux parties, c'est-à-dire soit la partie théorique si vous voulez explorer, soit des exercices directement, les deux étant bien évidemment liés. Alors, cette année, comme j'ai lancé en fait le programme qu'on aborde en première année de licence, mais il y a évidemment la phonétique. Et du coup, je me suis rendu compte que les étudiants, lorsqu'on aborde par exemple ici l'assimilation régressive, en fait, en slovaque, la consonne V pose problème au niveau de la prononciation, parce que contrairement au tchèque où la prononciation va être régulière, en slovaque, on a trois possibilités différentes de prononcer selon sa position, etc. Et des choses simples qu'on fait en classe, c'est-à-dire on a quelques mots d'exemple, les étudiants chacun à leur tour prononcent, moi je les corrige, ils prononcent jusqu'à ce qu'ils le prononcent correctement. Là, face à l'ordinateur, c'est quelque chose qui devient difficile comme exercice. Du coup, j'ai rajouté en fait plusieurs types d'exercices pour la prononciation du V, par exemple, donc des choses assez simples. Là, voilà, ils ont juste à déplacer des mots dans la zone, dans la partie qui correspond à la bonne prononciation. Ils ont un autre type d'exercice, par exemple ici, c'est une petite dictée de mots, c'est-à-dire que là, ça permet de vérifier qu'ils entendent bien et qu'ils savent le retranscrire. Après, voilà, c'était juste la traduction. Ils ont accès une fois qu'ils remplissent à la traduction. Là, c'est un autre type encore des exercices, toujours pour la prononciation du V. Mais ici, en fait, ils le voient écrit, ils l'entendent et ils doivent retranscrire phonétiquement la prononciation. Donc, ça leur permet aussi de vérifier s'ils ont bien compris, s'ils entendent correctement ce qu'ils doivent entendre. Là, je leur ajoute la traduction, par exemple, comme ça. Donc, s'ils veulent, ils peuvent cliquer sur le petit i et ils ont tout de suite la traduction. Après, en première année aussi, on aborde évidemment la conjugaison. Donc, ici, par exemple, bon, nous, c'est beaucoup plus complexe qu'en turc. Parce que nous, on a 14 modèles de conjugaison. Donc, c'est vrai que, bon, évidemment, il y en a 3 qui couvrent pratiquement 95% des verbes en slovaque. Mais après, donc là, il y a 14. Et évidemment, c'est pas toujours évident, mais ce n'est pas évident pour les vrais débutants non plus, ne serait-ce que d'identifier une forme verbale dans le discours. Et c'est vrai que le slovaque est plutôt une langue verbocentrique, donc identifier le verbe, on a déjà compris le gros de l'information. Du coup, ils ont, donc vous voyez le contenu du cours sur la partie théorique, et après ils ont donc le menu avec tous les exercices
défis qui sont liés à cette problématique abordée là. J'avais l'habitude de faire en présentiel, je le fais d'ailleurs toujours, des choses, parce que ça, c'est vrai qu'ils sont demandeurs de plus en plus, des petits textes comme ça qui sont des petits extraits, je trouve, dans les journaux, etc. Même s'ils sont incapables de comprendre le texte, mais en présentiel, en fait, ce qu'on fait, on le lit. Donc déjà, il y a un exercice de prononciation. Ensuite, on le traduit rapidement. Et après, ils doivent identifier, essayer de trouver des formes verbales. Et une fois ces formes verbales trouvées, pour le cours suivant, je leur demande de m'envoyer en fait le texte sous Word, donc où ils doivent identifier le type de conjugaison et où ils doivent conjuguer donc, le verbe. Il y a en fait surtout les troisième personnes singulier et pluriel qui sont déterminantes. Et donc, moi je les corrige, mais je les corrige bien sûr individuellement. Donc, ça aussi, c'est un exercice qui est assez facile lorsque l'on vient au cours, etc. Mais quand les gens ne sont pas là, ça devient plus difficile. Donc, c'est vrai que même avec une plateforme avec deux types d'exercices très variés, j'ai été obligée en fait de décomposer ce style d'exercice en plusieurs tâches. Ils ont par exemple, là c'est un texte un peu long, mais ils ont un petit texte toujours, ils ont la traduction à côté. Donc, quand ils commencent l'exercice, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une toute petite icône, ça veut dire qu'ils peuvent aussi l'écouter. Et une fois qu'ils ont lu, qu'ils ont écouté, pour identifier les formes verbales, ils ont par exemple un des types d'exercices, c'est le même type que tout à l'heure avec la prononciation du V et la forme géométrique. Mais ici, j'ai repris et des formes verbales et des formes non verbales dans le petit menu en vert ici. Et ils doivent donc, si c'est une forme verbale, ils doivent la placer sur la partie qui est marquée verbe. Et comme ça, voilà, et déjà ils font une partie de cet exercice-là. C'est assez sympa parce qu'ils ont tout de suite, s'ils le placent mal, de toute façon, ils le laissent, le module les avertit et ils recommencent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Donc, finalement, quand ils ont fini l'exercice, ils ont bien identifié les formes verbales. Ou alors, ici, pour choisir le type de conjugaison, là, c'est tout simple, c'est juste un menu déroulant. Donc ici, ils n'ont pas au choix, bien sûr, les 14 modèles de conjugaison. Moi, j'en ai choisi les 4 qui pourraient, en fait, voilà, là, ça se termine en H. Donc, effectivement, s'ils savent que le verbe avoir à l'infinitif mal, ils ne vont pas choisir un modèle qui a un hic, par exemple. Donc, ça ne sert à rien de leur mettre les 14 modèles. Donc, ici, il y en a 4. Mais voilà, il fallait en fait décomposer et aborder la même chose, mais de manière différente, un peu plus... Voilà, je ne peux pas faire un texte et tout comme ça se fait en présentiel. Là, un autre texte, même type d'exercice, mais ici, par exemple, je leur demande tout simplement de me conjuguer le verbe. Donc, ils le conjuguent, ils s'enregistrent, voilà, ils ont une petite fenêtre qui s'ouvre, ils réécoutent leur enregistrement, ils réécoutent aussi l'enregistrement modèle. Ensuite, effectivement, je leur donne les formes qu'ils devaient produire à l'écrit avec la traduction. Donc, voilà, ça, ils peuvent le faire à l'oral. Ici, je leur demande, encore une fois, le même type d'exercice à notre texte.
Je leur demande d'écrire les formes conjuguées, par exemple. Donc, une fois qu'ils ont tout fait, eh ben, voilà, ils ont la correction, ils peuvent voir, ils ont plusieurs tentatives aussi, ils peuvent voir s'ils se sont trompés ou pas, éventuellement refaire chaque exercice autant de fois qu'ils veulent, revenir vers les parties théoriques. Donc en fait, ils peuvent, même s'ils sont sur l'exercice, ils peuvent faire des va-et-vient entre la théorie et l'exercice. Et c'est vrai qu'ils sont conçus de telle façon à ce qu'ils ne soient pas en fait sanctionnés. C'est-à-dire qu'ils essaient autant de fois qu'ils veulent. C'est toujours exprimé le taux de réussite en pourcentage. Donc c'est plutôt fait pour encourager et pas pour sanctionner. Bon, il y en a d'autres types d'exercices bien sûr, mais bon, je vous ai montré juste une petite partie. Voilà. Donc je ne sais pas si il me reste encore le temps, mais si, il me reste le temps pour vous dire merci pour votre attention.